Nous sommes à la croisée des chemins. Au-delà des cycles habituels de planification technique et technologique, les choix énergétiques qui vont être réalisés à court terme seront très structurants pour le siècle à venir. De multiples occasions de s'exprimer ont été proposées aux Français. Dans le cadre de l'établissement de la PPE, la Commission nationale du débat public a mobilisé 400 citoyens tirés au sort via le G400. Plus récemment, l'Assemblée nationale a mis en place une plateforme en ligne pour recueillir l'avis des citoyens sur les freins à la transition énergétique et les solutions pour accélérer cette transition. Plus largement, évidemment, le grand débat national était une main tendue vers les Français, même si la thématique énergie n'était initialement pas tant ressortie. Mais peut-être y reviendrons-nous ultérieurement ce soir. Alors, il y a pas mal de bonnes nouvelles et quelques moins bonnes. Les bonnes nouvelles, c'est que personne ne conteste l'urgence. L'urgence climatique ou l'urgence en matière de biodiversité, d'ailleurs, parce que les deux sujets ne sont pas opposés. Et le sujet biodiversité, qui concerne moins les énergéticiens, et encore, parce qu'on les retrouve notamment sur des sujets de type méthanisation, sont maintenant connus et reconnus. Donc, il n'y a pas de scepticisme. La deuxième bonne nouvelle, j'en ai même trois. La deuxième bonne nouvelle, c'est que 86% des gens sur la plateforme, donc sur le site internet, disent qu'ils pensent qu'ils peuvent contribuer eux-mêmes à la transition écologique. En général, ils ne pensent pas à l'énergie. Ils pensent plutôt au transport ou à la sphère alimentation, agriculture. L'énergie sort un peu moins. Et puis la troisième bonne nouvelle, et là c'est un sujet énergie, c'est que de mémoire 72 ou 77, je vous avoue que j'ai un trou de mémoire sur le chiffre, disent qu'ils pensent qu'ils peuvent faire des économies avec la transition écologique. Et là, je pense qu'ils pensent vraiment potentiellement à l'énergie et ou à la rénovation du bâtiment, ce qui nous fera évidemment un de nos sujets de discussion. Donc il n'y a pas d'opposition entre pouvoir d'achat et transition écologique. En revanche... Il y a des mauvaises nouvelles. Voilà, il y a des moins bonnes nouvelles. La première, c'est que la trajectoire carbone, ou plus précisément l'augmentation de la trajectoire carbone, c'est clairement quelque chose qu'on n'a pas assez expliqué et pour lequel on n'a pas convaincu. Et donc on a un décalage très fort entre tous les experts, tous les techniciens. Et j'animais le lancement d'un groupe de travail sur chaleur renouvelable et froid renouvelable. Et dans la salle, il y avait des tas de gens qui me disaient, dès qu'on peut, on remet la taxe carbone, parce que quand même, comment est-ce que vous voulez que nos projets soient rentables si le prix du gaz est artificiellement bas? Et c'est normal, il faut réinternaliser les externalités. C'est parfaitement exact, mais on n'est pas à ce moment-là dans la discussion citoyenne avec les Français. On est à un moment où plus de 50% des Français disent qu'ils ne sont pas favorables à des taxes comportementales et qu'une taxe supplémentaire ne les mènerait pas eux-mêmes à changer leur comportement. Ils ne sont pas non plus favorables à la taxation considérée comme punitive. Donc la capacité à rediscuter du besoin d'un côté d'avoir un signal prix clair et de l'autre d'avoir des moyens pour investir, je pense que ce n'est pas forcément fermé pour toujours, mais ça dépend d'un débat démocratique qui en fait, n'a pas vraiment eu lieu. On l'a dit, l'urgence climatique, elle est là, elle est réelle, elle donne beaucoup de sens à ce qu'on fait chez nous. Entendre la jeune Suédoise, la Greta Thunberg, à la COP24, qui dit on est la dernière génération pour agir, ça nous fait, moi, ça me touche et ça me donne envie d'agir. Après, il y a des politiques publiques, on les a, elles sont là depuis 97, il y a Kyoto, ensuite l'Europe évidemment a installé, la PPE est assez forte en France, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en discussion, donne des orientations assez claires. Et en parallèle, donc comment ça va se passer? Comment on agit vraiment et comment les actions vont porter leurs fruits? Effectivement, les territoires sont là. Les territoires veulent agir, j'aurais envie de dire, prennent leur destin, ont envie de prendre leur destin énergétique. Et pour un acteur tel que Delca, j'ai envie de dire, ça tombe bien. Parce que une de nos grandes missions, c'est de valoriser les énergies locales, les énergies renouvelables et de récupération, comme on dit chez Dalca. Et des projets, il y en a plein, et ça donne plein d'espoir. Bon. Pour l'instant, on a déjà une trajectoire financière forte. C'est a été cité, la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit un investissement qui va passer en moyenne de 5,5 milliards d'euros par an sur la transition énergétique à 8 dans le CAS, le compte d'affectation spéciale transition énergétique. C'est un investissement qui nous permet de garantir soit un prix de l'électricité
plus élevé que le prix de marché, soit dans des mécanismes indirects à travers le fonds chaleur, une aide à l'investissement. Et on a beaucoup de projets intéressants qu'on arrive à financer comme ça. Sylvie Géano, quels freins vous identifiez par rapport à cette transition énergétique et comment les lever? Parce que ça marche à Lyon, ça marche à Charleville, et pourquoi pas dans toutes les villes de France beaucoup plus rapidement? Je crois que ça peut marcher partout. Alors évidemment, il faut que les idées soient là. Je crois que c'est des conjonctions d'acteurs. Il y a la volonté d'un territoire. Effectivement, alors moi je travaille plutôt au niveau des métropoles, qui expriment cette idée d'aller prendre le destin énergétique, d'aller baisser le carbone, parce que c'est vraiment un sujet important. La question du CO2, aller réduire ses émissions. Nous, on décompte le nombre de voitures qu'on ôte de la circulation. Et je parlerai plutôt de facteurs clés de succès plutôt que de freins. Parce que, c'est la rencontre d'un projet, c'est des entreprises telles que Dalkia qui vont plancher donc, sur une idée. Parce qu'il y a plein d'innovations, il y a même de la rupture technologique. On disait tout à l'heure d'aller trouver des logiques économiques qui soient acceptables par le citoyen. Ça passe aussi probablement par un certain nombre de ruptures technologiques. Donc, et il y en a plein. On va aller chercher, on a parlé de plein d'énergie, mais on va chercher du gaz de mine à Béthune, on va chercher l'énergie de la mer à Marseille, à la Seine-sur-Mer. Enfin, il y a foultitude de projets et de sujets qui sont innovants. Donc, si on a une demande, on va la rechercher. On est prêt à investir. On investit dans les réseaux de chaleur vertueux. J'ai parlé dernièrement d'1 milliard entre 2018 et 2022 pour Dalkia. C'est significatif. Alors, les facteurs clés de succès, c'est avoir cette possibilité d'innover. L'innovation, comment elle se produit dans les territoires. C'est de l'innovation, on y reviendra probablement, de l'innovation numérique, mais aussi de l'innovation technologique. Comment on arrive à faire émerger cette innovation dans les territoires? Un deuxième sujet qui est très fort aussi aujourd'hui, c'est le sujet des compétences. Alors, facteur clé de succès ou frein? Frein parce que j'ai recruté l'année dernière Dalkia 2000 personnes. On a recruté 2000 personnes chez Dalkia, on est 16 000 en tout. C'est une activité du quotidien, le recrutement, parce que la biomasse, ça crée de l'emploi. Tous ces projets qu'on fait émerger dans les territoires, que ce soit des projets de réseau de chaleur, que ce soit des projets d'efficacité énergétique, quand on fait des contrats de performance, on a besoin de techniciens compétents pour accompagner nos clients. Et aujourd'hui, je trouve que c'est pas si facile de trouver ces compétences aujourd'hui-là. Quelles alliances de territoire on peut envisager pour rendre cette transition énergétique accessible aussi pour ces publics très fragiles? Alors, pour moi, le point de départ, c'est vraiment la mairie ou l'intercommunalité et les services sociaux. Parce qu'on parle de personnes qui sont en précarité tout court, qui, à l'intérieur de la précarité, sont aussi en précarité énergétique, c'est-à-dire que n'ont pas les moyens de payer leurs factures, mais ce n'est pas une précarité énergétique en dehors d'une situation pluriante, c'est une précarité tout court. Et ce qui marche, c'est quand les services sociaux de la commune travaillent avec des acteurs qui sont en capacité d'apporter la solution. Et la solution, elle est à 2 couches, en fait. La première couche, c'est déjà la mobilisation des aides. On a ouvert le chèque énergie cette année en montant les niveaux de ressources jusqu'auxquels on peut y avoir droit. On envoie un chèque énergie à presque 6 millions de foyers en 2019. Le taux de mobilisation l'année dernière était entre 80 et 85%. C'est très bien pour une aide sociale. Il n'empêche qu'il reste un bon 15% des gens qui, quand ils reçoivent le courrier, ne comprennent pas que ce courrier, avec un numéro, permet de mobiliser de l'argent pour payer une facture d'électricité. Ça, c'est la première étape des services sociaux. Mais ce n'est pas la plus intéressante parce que ça permet de soulager, mais ça ne permet pas de transformer. Après, la question de la transformation, effectivement, elle mène à des alliances, puisque la transformation, ça veut dire effectuer des travaux, en général, c'est de la rénovation, ou fournir une énergie différente, particulièrement pour le chauffage, qui est à la fois plus verte et moins chère. Et ça nécessite que la collectivité décide d'agir et trouve les partenaires.